Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur le plateau de 8 Mont-Blanc. Deuxième débat dans la perspective de l'élection présidentielle qui aura lieu ce dimanche 23 avril pour le premier tour. Comme la semaine dernière, nous retrouvons 9 représentants des candidats à l'élection présidentielle en 3 parties. Pour cette première partie, sont avec moi sur ce plateau, à ma gauche, Yann Burguière, soutien de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise. Vous êtes candidat sur la deuxième circonscription de Haute-Savoie pour la France Insoumise. Donc, bonjour. À ma droite, Vincent Lecaillon, soutien de Marine Le Pen, du Front National, conseiller municipal à Saint-Jeoriot et conseiller régional. Vous êtes également candidat sur la deuxième circonscription de Haute-Savoie. Bonjour. Bonjour. Et à côté de vous, Jean-Philippe Després, soutien de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Vous êtes maire adjoint à La Roche-sur-Foron et candidat pour les législatives sur la troisième circonscription de Haute-Savoie. C'est ça, merci. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour ce deuxième débat, nous vous proposons des questions, des réactions de citoyens, de Savoyards, de jeunes aussi. Nous sommes allés au lycée Berthollet d'Annecy et devant les Halles de Chambéry pour avoir un petit peu la tendance de cette société dans cette campagne très particulière. On commence sans plus tarder avec la première question d'une lycéenne justement du lycée Berthollet. Vous comptez faire quoi pour les jeunes ? Parce que quand on voit le chômage qui touche beaucoup les jeunes, les emplois précaires et puis la difficulté qu'on a à s'insérer sur le monde du travail ou même à trouver des formations, les universités ça devient de plus en plus sélectif et tout, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour justement, on va dire, réduire toutes ces inégalités qu'on a parce que aussi en fonction du milieu d'où on vient, on n'a pas forcément les mêmes chances et c'est dommage. Première réaction, première réponse à cette question ? C'est un sujet essentiel que la jeunesse et plus les générations qui suivront également. Donc, dans l'urgence actuelle pour les jeunes, effectivement, donc la jeune fille parlait du travail. Donc, une des premières mesures, en tout cas une des mesures phares, ça va être de redynamiser notre économie. Et donc ça va être des investissements dans notre économie pour permettre d'avoir justement un marché du travail qui soit à nouveau attractif et qui permette justement d'insérer tous ces jeunes qui sortiront de formation dans les meilleures positions possibles. Et si on se projette un tout petit peu, parce que c'est quand même important d'en parler, ces jeunes-là auront des enfants, qui eux-mêmes auront des enfants, et il y a quand même tout un pan qui est essentiel et qui est une urgence totale, qui est justement l'écologie, et faire en sorte que nous nous posions la question aujourd'hui de savoir comment on pourra laisser à cette génération, effectivement, mais à celle d'après, une planète viable, tout simplement. Et c'est la première fois, je pense, dans l'histoire de l'humanité, que nous sommes à nous poser cette question qui avant ne se posait pas. Vincent Lecaillon, quelle place pour la jeunesse au Front National ? Écoutez, la jeunesse, c'est l'avenir. Il n'y a de richesse que d'hommes, comme le disait Jean Bodin. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire des efforts importants pour cette jeunesse, en particulier revoir nos universités. Un certain nombre de nos universités elle en parle, la jeune fille, d'ailleurs, tombent en ruine en France. Il faut aider les classes populaires et les classes moyennes qui ne le sont pas du tout et qui en bavent énormément dès qu'il faut commencer à payer des études aux enfants. Je crois qu'aussi là, on a une revalorisation des bourses et des bourses au mérite en particulier. Il faut redonner au travail manuel sa véritable valeur, mais aussi pour redonner au travail manuel, il faut réindustrialiser notre pays. Je rappelle que le niveau industriel de la France aujourd'hui est celui de 1880 quand même. Et donc pour ça, nous avons un programme de réindustrialisation, de relocalisation, parce que c'est bien de donner des diplômes aux jeunes, mais encore faut-il qu'ils trouvent des débouchés. C'est pas la peine de faire un bac plus 7 ou plus 8 pour se retrouver au chômage ou pour se retrouver au SMIC après. Donc je crois que là, il y a tout un chantier qui est un chantier global et qui doit se faire sur un pan qui touche l'université, qui touche les aides aux jeunes, mais qui touche aussi la revalorisation du travail et le retour de nos industries et de nos entreprises en France. Jean-Philippe Després, la jeunesse dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan ? Oui, bien sûr, c'est une très grande importance, comme pour tous les candidats. C'est vrai que cette jeunesse, elle attend beaucoup. Elle a été très déçue par le quinquennat qui vient de se terminer. Elle avait beaucoup d'espoir et on voit que les espoirs sont très déçus. Pour cette jeunesse, il faut bien sûr améliorer la situation du chômage en France. Pour ça, il faut sortir des recettes qui n'ont pas marché depuis 20 ans. Pour
Pour que le chômage puisse baisser, il faut relancer la consommation. Il faut relancer la consommation également en augmentant le pouvoir d'achat. Donc plus les gens vont consommer, plus l'économie va repartir et plus le chômage pourra baisser. Il faut évidemment faire des baisses de charges sur les entreprises, mais ça ne suffira pas. Il faut également cette augmentation du pouvoir d'achat. Sur l'éducation, nous, on veut très clairement sortir de ce qui s'est fait à l'école depuis 30 ans, c'est-à-dire le pédagogisme, ce qu'on appelle le pédagogisme, qui a mené l'école dans l'état où elle est actuellement, et qui fait que les niveaux ne font que baisser depuis très longtemps. Et notamment, on a dans notre programme de supprimer cette réforme du collège catastrophique, et je peux en parler en tant qu'enseignant, également mari d'enseignante. Cette réforme, il faut la supprimer. Voilà, donc il y a tout un tas d'autres mesures, mais évidemment, on ne peut pas tout... Le temps file. Elle a raison d'être inquiète, cette jeunesse ? Oui, elle peut effectivement être inquiète quand on voit l'évolution des choses, parce qu'effectivement, depuis plusieurs années maintenant, elle vit quand même dans la grisaille, quelles que soient les informations du jour à la radio le matin. Ce ne sont que des mauvaises nouvelles, ce ne sont que des chiffres du chômage qui augmentent. Et en fait, cette jeunesse, elle est née dans une société qui était déjà malade et qui l'est de plus en plus, malheureusement. C'est-à-dire qu'on ne leur donne plus d'espoir. Et c'est tout l'enjeu de cette élection et des années à venir, c'est de retrouver l'espoir, de repartager un petit peu les richesses que produise le pays, afin que cette jeunesse ne soit plus inquiète et qu'on ait de l'espoir et qu'on construise réellement, qu'on arrête de toujours donner les richesses et les avantages aux mêmes strates sociales, on va dire. Diagnostic partagé ? Sur ce point, je voudrais ajouter que la jeunesse, elle a aussi besoin d'avoir des responsables politiques qui sont exemplaires. On le voit en ce moment avec le climat actuel des affaires, c'est pas du tout le cas. Et, il y avait des questions aussi sur ça. On a dû faire une sélection, mais il y avait aussi des questions mais sur je pense qu'ils attendent vraiment qu'une classe politique intègre et honnête. Donc on pourra peut-être en reparler par la suite s'il y a des questions sur ce point. Voilà, je crois que la jeunesse, elle demande aussi tout simplement à vivre heureuse, à avoir l'espoir d'avoir un travail, pour fonder une famille, pour avoir une sécurité sociale, sécurité économique, sécurité physique. C'est ce que nous voulons redonner à cette jeunesse. Et il est forcé de constater quand même qu'il y a une génération, la génération de 68, qui a tout bouffé. Et aujourd'hui, à cette jeunesse, il ne lui reste pas grand-chose. Donc il est temps de tourner la page, de dégager les sortants, de dégager ceux qui ont été ministres, qui ont été sénateurs, qui ont été quelque chose, et de mettre des gens nouveaux à la place qui vont offrir un véritable espoir à cette jeunesse. On parlait un petit peu de la campagne, de l'air ambiant, disons, dans cette campagne très particulière. Je vous propose d'écouter une réaction recueillie devant les Halles de Chambéry. Ça m'inspire vraiment un marasme total dans lequel on ne peut absolument pas se retrouver. Il n'y en a pas un qui puisse nous donner plus confiance que l'autre. C'est tout simplement pitoyable et j'ai jamais connu une campagne électorale de ce style. Impossible de faire un choix. Je pense que j'irai voter, mais pour personne. Personne ne peut, n'est à mes yeux valable et ne peut comment dire, pas relever la France, parce qu'elle n'est pas à relever, mais à faire avec la situation économique actuelle. Il est quand même pas terrible le constat quand on entend ça. C'est ce qu'on entend en permanence quand on va sur le terrain. On entend de beaucoup de citoyens, ils sont dégoûtés, ils sont écœurés. Et ils ont raison, parce que quand on voit comment ça se passe, c'est vraiment un sentiment qui est tout à fait légitime. Mais moi, ce que je voudrais dire, par rapport au candidat que je défends, c'est qu'il suffit de regarder son parcours, qu'il est maire et qu'il a été réélu à pratiquement 80%, 3 fois dans une ville de 30 000 habitants, qu'il n'a jamais été mis en cause dans aucune affaire, il a été élu député de l'année pour un rapport sur la grande fraude fiscale. Voilà, c'est quelqu'un d'exemplaire, j'en suis convaincu, d'intègre. Et moi, j'ai envie de dire aux électeurs, tournez-vous vers Nicolas Dupont-Aignan qui, lui, vous apportera cette intégrité et cette sérénité. Voilà, alors effectivement, les gens on le constate sur les marchés, on constate quand on fait du porte-à-porte, les gens, certaines personnes, pas tous, sont quand même dégoûtés, écœurés. Il faut les comprendre, mais en même temps, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer, je pense qu'on arrive dans une période où on est en train de changer diamétralement de système, c'est-à-dire que les vieux partis
qui nous ont gouvernés avec cette alternance, cette petite alternance droite-gauche, parti socialiste, droite, etc., est terminée. D'ailleurs, je pense qu'aucun des candidats de ces deux grands partis ne sera au deuxième tour. Bon, on a peut-être un Emmanuel Macron, mais on sait que ce n'est que le porte-flingue de M. Hollande. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aller jusqu'au bout. Et je dirais à cette dame, il faut aller jusqu'au bout de votre révolte. Et pour aller au bout de votre révolte, eh bien, faut voter pour des gens qui sont des gens anti-système. Voilà, manifestement, elle allait voter nul ou blanc, cette dame. Et oui, parce qu'elle est encore dans une phase de transition. Elle est dans une phase de transition. Ça fait 40 ans qu'on est dans cette alternance droite-gauche, et il y a certaines personnes qui l'ont bien compris, d'autres, il en faudra un petit peu plus de temps pour se rendre compte que maintenant, on tourne le dos à un monde, et on est dans un autre monde, un monde nouveau, et le monde dans lequel le Front National et Marine Le Pen vont compter. Sur le terrain aussi, vous avez ce constat-là, ce qu'on vient d'entendre ? Oui, alors tout à fait. Alors déjà, effectivement, l'intégrité d'un homme ou d'une femme politique est un prérequis de base, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Ça, c'est clair. Ensuite, le côté anti-système que tout le monde brandit, ça suffit pas. L'anti-système, ça ne construit rien. L'anti-système, c'est une protestation, elle peut être légitime, mais à partir de là, il faut savoir construire aussi un avenir pour nos enfants. Et à cette dame, ce que j'aurais envie de lui dire, c'est qu'elle... Il y a quand même une dynamique populaire en ce moment. Il y a énormément de gens qui sont en train de se rendre compte qui peuvent reprendre la main justement qui peuvent reprendre leur avenir en main à travers la 6e République par exemple ou des choses comme ça. Et j'ai envie de lui dire qu'il ne faut pas qu'elle rate le train de l'histoire parce qu'il est vraiment en train de se passer quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant, en tout cas dans les dernières décennies. Et s'il y a un moment où il ne faut pas baisser les bras, c'est bien maintenant. Qu'est-ce qu'il vous reste quelques jours là, les uns et les autres, pour convaincre ? C'est encore possible de convaincre les gens ou qui ne comptent pas aller voter ou qui ne savent pas pour qui voter, c'est encore possible. Bien sûr, parce qu'il y a plein de gens qui se sont retirés de l'intérêt politique par une succession de déceptions. Et en fait, on se rend compte, quand on est dans la rue, quand on est au contact des gens, que d'une part, ils ont énormément de questions. Donc peut-être que face caméra, ils vont dire qu'ils ne savent pas pour qui voter. Mais la vérité est qu'ils ont énormément de questions. Et quand on commence à leur amener une argumentation qui est construite et qu'on commence à leur faire entrevoir un avenir qui est possible si on construit ensemble, la vision des choses change complètement. Convaincre en quelques jours, c'est aussi possible pour vous ? Oui, c'est possible. Et c'est vrai qu'il y a une telle indécision que quand on commence à discuter avec les gens, ils sont capables de vous dire au début je ne voterai pas, j'en ai marre, et puis finalement, ah oui, ces arguments, oui, c'est intéressant, et peut-être que je vais voter pour lui, pour elle. Donc tout est encore possible, même si on est à quelques jours de l'élection, tout est ouvert, c'est vraiment une élection très indécise, et je pense qu'on peut encore convaincre sur le terrain, sans problème. Vous acquiescez ? Oui, je pense absolument. On est là aussi pour ça, pour que les gens aillent voter. On sait que c'est souvent au dernier moment, voire, paraît-il, dans les dernières secondes, que les gens se décident sur des gens qui sont des gens sérieux, qui ont des programmes. Moi, j'invite encore les gens et les électeurs à aller voir sur nos sites, sur Marine Le Pen 2017, où vous avez nos 144 propositions qui sont quand même claires, nettes, chiffrées. Et puis, je voudrais dire que oui, nous sommes anti-système, car nous n'avons jamais gouverné, contrairement, par exemple... C'est un point commun que vous avez... contrairement à M. Mélenchon, qui a, par exemple, été ministre délégué de l'enseignement professionnel dans le gouvernement de Jospin, et qui a été sénateur depuis 1986. Et qui est un apparatchik socialiste depuis 1976. Donc, se présenter comme anti-système, moi je veux bien. Et au niveau du Parlement mais européen, ça donne quoi avec le système du Front vous National savez, au niveau du Parlement européen, nous n'avons rien à nous reprocher. Ça, on le prouvera bientôt. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a rien du tout. Vite, parce que les gens ne sont pas de cet avis. Sauf que quand vous employez quelqu'un qui est payé par une Marine Le Pen, est-ce que c'est la Marine Le Pen qui est candidate, qui est présidente du parti, ou qui est, député européen ? C'est très difficile, elle va pas se couper en deux, le matin faire l'un, le matin faire l'autre. On s'apercevra bientôt que c'est un procès qui est un procès uniquement politique, concocté par la superclasse mondiale à laquelle est au service l'Union européenne, ou plutôt les commissaires de l'Union européenne et le Parlement européen. On passe aux conclusions. Même question pour tous les trois. Ce sera le cas aussi pour les représentants sur les autres partis. Votre candidat est élu le 7 mai au soir. Quelle est la première mesure qu'il ou elle susceptible de mettre en place ?
Alors, la première mesure, je parlais tout à l'heure de reprendre la main, c'est évidemment de convoquer une constituante pour pour travailler à la création de la 6e République, pour construire des rails nouveaux pour notre pays. Et pour avancer, on va dire, en toute sérénité et surtout avancer dans l'état d'esprit du peuple, c'est-à-dire avec leur bénédiction, entre guillemets, avec sa bénédiction. Ça veut dire abolir les privilèges de classe au niveau de la classe politique. Ça veut dire la règle verte, on parlait d'écologie tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas prendre à la nature en un an plus que ce qu'elle peut reconstituer sur cette même année. Et ça veut dire aussi redonner un peu de pouvoir au peuple par exemple, la révocation des élus en cas de contrat non rempli, entre guillemets. Donc c'est toutes ces mesures, enfin c'est 3 mesures principales, mais il y en aura bien d'autres parce qu'effectivement c'est des travaux qui vont durer des mois et qui vont se faire, je tiens à le préciser, avec des personnes qui ne pourront pas être députés ou sénateurs après cette constituante et qui ne l'ont pas été auparavant. Donc c'est vraiment des personnes qui n'auront aucun intérêt à rédiger la Constitution dans un sens ou dans un autre par rapport à leurs intérêts propres. Merci. Vincent Lecaillon, assez court. Alors, Marine Le Pen est une mère de famille. En mère de famille, elle protégera les Français. Donc la première chose, nous suspendrons les accords de Schengen et nous rétablirons le contrôle aux frontières. On expulsera les étrangers fichés S. On abrogera les lois pénales Dati et Taubira. On organisera un référendum, je ne vais pas revenir dessus, sur la proportionnelle, etc. On protégera ceux qui sont le plus faibles socialement en baissant les 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu. Les retraites à 60 ans seront rétablies avec 40 annuités. On supprimera l'aide médicale d'État. On rétablira la défiscalisation des heures supplémentaires. Merci. Et on réorientera 50 milliards des grandes entreprises vers les TPE-PMI qui font la richesse de notre pays. Et on abrogera la loi El Khomri. Voilà les 10 premières mesures qui sont prises immédiatement dès que Marine Le Pen sera élue. Merci. Jean-Philippe Després, vous avez le temps. Peut-être pas une journée, mais peut-être en mois. La première mesure, Nicolas Dupont-Aignan a été très clair. Il a parlé tout d'abord d'exiger un casier judiciaire vierge pour tout candidat à une élection, parce que c'est indispensable. On demande ça aux fonctionnaires. Il n'y a aucune raison qu'on ne demande pas aux élus, en tout cas aux candidats. Et puis il y en a une autre qui est très, très importante également, et dont il parle dans son dernier livre, c'est la suppression de la directive des travailleurs détachés qui légalise une concurrence déloyale. Mais puisqu'il me reste un petit peu de temps, j'aimerais conclure en disant que les candidats des partis majoritaires et leurs alliés, donc j'y inclus également le mouvement En Marche, puisqu'ils ne font que recycler des opportunistes égarés, ont appliqué les mêmes recettes depuis 20 ans. Tout ça n'a pas marché et ils nous proposent tous de continuer dans la même voie. Donc à Debout la France nous propose un autre projet, une alternative crédible, un projet concret, sérieux et qui se fera dans la sérénité. Je voudrais dire aux électeurs, n'écoutez pas les sondages qui se sont trompés sur le Brexit, qui se sont trompés sur Trump, sur les gagnants des primaires de la droite et de la gauche. N'écoutez pas ceux qui agitent la chimère du vote utile, qui ne sert qu'à ceux qui veulent se maintenir en place. Le vote utile, c'est de voter pour vos convictions. Et avec nous, vous avez le choix de tout changer, mais dans la sérénité. Donc faites le bon choix. Merci. Merci beaucoup, merci à tous les 3 d'être venus sur le plateau de 8 Mont Blanc. On retrouve 3 nouveaux représentants d'autres candidats dans un instant. Mais avant, on regarde un petit film de campagne de Jacques Cheminade, puisqu'aucun représentant n'est présent sur ce plateau. Merci encore. Merci. Merci. Je pourrais faire comme les autres candidats et aligner des mesures pour soulager les urgences. C'est vrai, il y a de terribles urgences. L'emploi qui disparaît, la souffrance au travail, le logement qu'on attend, l'éducation qui trop souvent trie, le handicap qu'on ignore. Mais je ne veux pas vous mentir. Tant que notre pays sera sous occupation financière, les promesses resteront des slogans électoraux et nos batailles seront perdues. On vous dit partout que les caisses sont vides, que nous sommes endettés jusqu'au cou. La réalité, c'est qu'on renfloue sans cesse les mégabanques et les spéculateurs. En un an, c'est 960 milliards que la Banque Centrale Européenne leur a offert pour gagner un peu de temps avant le prochain crack. De l'argent créé de toutes pièces pour alimenter en grande partie les spéculations en imposant l'austérité sociale au travail et à la production. Par rapport à la taille de l'économie française, ces 960 milliards représentent 115 milliards d'euros. L'alternative, c'est la Banque de la Nation que je créerai à nouveau. Elle sera entre les mains des travailleurs, des entrepreneurs, des élus,
pour émettre 100 milliards de crédits par an. C'est moins que 115 milliards. On ne pourra donc pas dire qu'on dépense sans compter. Chaque centime sera ainsi orienté pour répondre à vos besoins et à votre avenir, et non pour nourrir de nouvelles bulles financières. Ainsi, nous pourrons créer 1 million d'emplois par an pour nous relever, revitaliser les territoires avec nos maires et lancer les grands projets pour demain. L'exploration spatiale, l'aménagement des océans, le développement de l'Afrique et la fusion thermonucléaire contrôlée. C'est un pari sur l'avenir que je fais. Ce que nous offrirons aux générations futures permettra de faire redémarrer l'économie aujourd'hui et rembourser le crédit demain. L'État doit contrôler la monnaie, sans quoi les possédants de la monnaie continueront à contrôler l'État. Nos dirigeants sont soumis à un adversaire qu'aucun n'a osé affronter. C'est bien sûr la finance sans foi ni loi, mais c'est aussi ce qui envahit nos esprits, les flashs et les éléments de langage, tous dont ce rabâchage incessant finit par nous faire baisser les bras. Je me bats au contraire pour que ce soit mieux demain, car c'est en levant la tête du guidon, dès aujourd'hui, qu'on arrêtera de foncer dans le mur. Je me bats pour une France du numérique, de la 3D, de la robotique, d'une culture de la vie et de la découverte qui rendent l'art et la science au peuple. Je me bats pour qu'on offre aux jeunes l'estime de soi plutôt que la peur de mal faire. Beaucoup parmi vous, écœurés, veulent s'abstenir, voter soi-disant utile ou aveuglés par la colère, voter contre leurs propres intérêts. Allez sur notre site Cheminade 2017. Je fais le pari que beaucoup d'entre vous voteront alors pour moi, pour nos idées, car ils verront comment les David peuvent battre les Goliaths. Suite de notre débat consacré à l'élection présidentielle qui aura lieu ce dimanche 23 avril. 3 nouveaux représentants des candidats sont avec moi sur ce plateau. On commence avec Éric Chanlon, soutien de François Asselineau. Vous êtes le référent départemental sur la Haute-Savoie pour l'Union populaire républicaine et vous êtes candidat sur la 3e circonscription pour les législatives. Avec nous également Philippe Métral-Beaufort, soutien de Philippe Poutou et donc membre du nouveau parti anticapitaliste. Et enfin Jean-Christophe Masseron, soutien d'Emmanuel Macron. Vous êtes le référent départemental en Savoie du mouvement En Marche. Bonjour à tous les 3, merci d'être là. Merci. On commence sans plus tarder avec vos réactions aux questions de lycéennes. Nous les avons rencontrées au lycée Berthollet d'Annecy il y a quelques jours. Elles ont quelques questions. Concernant tous les événements qui s'étaient passés autour du sujet des femmes et des différences de salaire, et qu'est-ce qui comptait concrètement faire pour faire évoluer les choses? Aujourd'hui, tu t'adresses à un candidat en particulier? Un candidat en particulier, plutôt les candidats de droite, enfin Fillon ou même Emmanuel Macron, savoir ses positionnements. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour faire évoluer ce qui se passe? La situation des femmes? Alors déjà, je crois que je me suis trompé en fait de débat. Je crois que je suis venu sur le débat sur les législatives parce que c'est pas... Ça, c'est une question plutôt législative. Voilà, et là, on est quand même dans l'élection présidentielle, c'est-à-dire... après, le président ou la présidente peut avoir un rôle à jouer dans tout au départ, déjà, c'est reprendre la souveraineté française, donc le retour à la souveraineté. Ça, c'est le principal. C'est pas une question qui touche au président de la République, la question des femmes? Je pense que c'est une question législative, effectivement. Voilà. Allez-y. Oui. Par contre, c'est vrai que c'est un sujet très intéressant. Alors après, on dit que ça s'intéresse plutôt aux candidats de droite. Alors nous, on est quand même concernés, mais on n'est ni de droite ni de gauche. On est un mouvement classé divers, en fait. Voilà, mais la question des femmes, bien entendu, dans le cadre d'une campagne législative, bien entendu, qu'il faut absolument qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes au niveau du salaire et des droits en permanence. Philippe Métral-Beaufort, la question des femmes? Je suis surpris de cette position de représentant d'un candidat à la présidentielle.
c'est une question de société qui nous concerne tous, qui concerne la présidence de la République. Je pense que la question des femmes est centrale dans cette société, dans la façon dont on doit l'organiser, notamment vis-à-vis du travail. Et sur le travail, on propose les 32 heures pour tous et les 30 heures pour ceux qui sont sur des travaux pénibles et les travaux de nuit particulièrement, avec une vraie égalité, mais ça veut dire une vraie égalité au regard de ce qu'est la place de la femme dans la société, ce qui veut dire le droit à l'avortement, sa reconnaissance, le droit à la PMA, la fin des réglementations sexistes, notamment vis-à-vis des femmes de religion non catholique, et également cette reconnaissance par la possibilité effectivement de vivre une véritable vie au travail et dans la société. Ça veut dire des garderies, des crèches, la place de l'enfant à l'école, etc., des congés de maternité qui soient améliorés de façon à ce que l'accompagnement puisse se faire et qu'il n'y ait pas de discrimination, y compris sur la carrière professionnelle. Merci. Jean-Christophe Masseron. Oui, effectivement, la question de l'égalité homme-femme est une question essentielle. Il y a beaucoup de combats à mener et je pense qu'Emmanuel Macron a déjà beaucoup insisté sur cette question, notamment sur la question du renouvellement de la vie politique, avec la nécessité vraiment de respecter cette parité réelle, et c'est ce qui est le cas. C'est le cas En Marche depuis le début. Et puis des batailles à mener pour l'égalité des salaires, effectivement, mais aussi améliorer sans cesse notamment le congé maternité, parce que la maternité, c'est le frein à la carrière des femmes, et on a besoin de se battre pour ces sujets. Et je pense qu'effectivement, c'est malgré tout un sujet très important de cette campagne. Autre réaction recueillie cette fois-ci devant les halles de Chambéry. Réaction recueillie par Sébastien Germain, on écoute. La question, ce serait qu'en parallèle et en complément aux politiques traditionnelles telles qu'on le connaît, il y a de plus en plus une montée justement de ce qu'on appelle la démocratie participative, qui passe par les associations, par les réunions de citoyens. Donc la question, ce serait comment est-ce que le politique traditionnel, le politique institutionnel, voit la montée de cette démocratie participative, et est-ce qu'il se sent capable de l'intégrer ? Alors sur la démocratie participative, là c'est vraiment un sujet qui est dans le programme présidentiel, effectivement, et ce qu'on propose, c'est le référendum d'initiative populaire. Voilà. Comment ça fonctionne ? Alors, voilà, donc il faut, dès que vous avez une idée intéressante, vous allez en mairie, déposer votre référendum, et après, du coup, dans chaque mairie, les gens signeront le référendum, et quand on arrive à 500 000 signatures, voilà, il est soumis au Conseil constitutionnel, voir s'il est constitutionnellement acceptable, et après il est proposé au référendum. Voilà. Elle a toute sa place, la démocratie participative, aujourd'hui ? C'est un sujet. Voilà, aujourd'hui, on a vraiment, il faut vraiment aller vers la démocratie participative. Tout à fait. Le constat est partagé ? Oui, effectivement, j'entends ce que dit ce monsieur. Il y a un besoin de nos concitoyens de pouvoir prendre part davantage en fait à la vie politique, et je pense que En Marche a su répondre à cette demande par le principe même le principe même de la genèse du programme et du plan de transformation d'Emmanuel Macron, puisqu'on est parti de ce travail en comités locaux qui a permis en fait de dégager un diagnostic avec ce qui étaient les soucis des Français, et nous a permis aussi de dégager du coup des solutions. Ces groupes de travail en intelligence collective auront vocation à perdurer. Il faut aussi signaler que nous proposons l'entrée de la société civile aux responsabilités, puisque la moitié de nos élus seront probablement sur un premier engagement, ce qui veut dire qu'au-delà de cette intelligence collective et de la participation, de la démocratie participative, on aura vraiment une présence de la société civile aux responsabilités, et ça je crois que c'est très important, ça va dans le même sens. Pourquoi c'est aussi important que la société civile ? Parce que les Français ne se reconnaissent plus dans ce qu'on leur propose depuis 30 ans, cette alternance constante entre deux grandes forces politiques, des gens qui vivent exclusivement de la politique depuis trop longtemps. Et on avait besoin effectivement de montrer aux gens qu'ils peuvent aussi contribuer, participer à faire évoluer, à travailler pour leur avenir et à prendre des responsabilités eux-mêmes. Les Français connaissent les problèmes, ils les vivent tous les jours, et ils sont tout à fait légitimes à prendre leur place.
La démocratie participative au nouveau parti anticapitaliste, Si on devait s'arrêter à la présentation que vient d'en faire le représentant d'En Marche, je pense que ça serait un simple emplâtre sur une jambe de bois, parce qu'il faut aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas simplement la représentation participative au niveau politique, c'est une question qui doit se poser sur différentes strates. Nous, on est par exemple pour la suppression du mandat de président de la République, pour que ce soit les assemblées élues qui effectivement décident des orientations générales du pays, mais c'est aussi revenir sur la réforme territoriale qui va tuer la démocratie de base qui sont représentées dans les différentes communes, sur l'ensemble du territoire, mais c'est aussi aller beaucoup plus loin, c'est permettre aux citoyens de donner leur avis, d'être entendus, leur donner cette possibilité. Je pense à des exemples locaux, le centre des congrès à Annecy avec le respect de la loi littorale, il ne devra plus être possible que des élus imposent contre la volonté populaire de telles réalisations. Je pense au Lyon-Turin qui est combattu par des associations environnementales, je pense à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais c'est également donner du pouvoir et de la possibilité d'intervention aux salariés, aux usagers, aux salariés dans les comités d'entreprise pour aller contrôler et surveiller et décider des orientations de l'entreprise au niveau des investissements, au niveau des salaires, etc. Des usagers, par exemple, à la sécurité sociale, pour que ce soit véritablement les usagers, les patients qui aient leur mot à dire et leur droit de regard sur la gestion de ce que représente tout notre système de santé, en allant vers des choses de proximité, des maisons de santé ou des choses de ce type. Mais c'est véritablement, je le redis, à plusieurs stades. Au niveau du politique, au niveau de l'économique, au niveau du social, au niveau de la vie locale, effectivement, il faut aller très très loin, il ne faut pas avoir peur, il faut que les gens se mobilisent, fassent entendre leur voix et qu'ils s'organisent, quelle que soit l'élection et ses suites dans cette présidentielle. Il reste moins d'une semaine avant le premier tour à l'élection présidentielle. Je suppose que vous êtes dans la dernière ligne droite sur le terrain, les uns et les autres. Il est encore possible de convaincre, on le sait, la campagne est difficile, il y a plus d'un tiers des Français qui ne savent pas pour qui voter dimanche. C'est encore possible de convaincre? Moi, je crois qu'il est vraiment possible de convaincre. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont encore indécis. Et en fait, il faut prendre le temps de bien parler avec les gens, leur expliquer les choses. Et on arrive à convaincre les gens sur le terrain, effectivement. Et je pense que ça se traduira dans les urnes. Vous, sur le terrain, votre argument massue, si je puis dire? Voilà, en fait, c'est le retour à la démocratie, en fait. Rétablir la démocratie. Donc, par le biais du Frexit, en fait. Donc, sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Mais c'est surtout pour redonner le pouvoir au peuple, en fait. Ça, c'est un argument qui parle aux Français que vous êtes amenés à rencontrer? Tout à fait. Pourquoi? C'est quand même l'essentiel de prendre en charge son pays, en fait. Voilà. Quelques jours pour convaincre, vous aussi. Même question, quel argument vous utilisez? C'est très court, effectivement, il ne reste plus beaucoup de temps, mais je pense qu'on peut encore effectivement convaincre les Français. Il faut absolument revenir au projet, parce que la campagne a été effectivement d'une qualité bien médiocre. On a quand même beaucoup parlé des affaires, on a oublié de parler des projets. Je crois que projet contre projet, les Français sauront faire la différence. Et pour convaincre nos concitoyens, le plus simple est, à mon avis, de repartir d'eux et d'essayer de dégager leurs problématiques et leur montrer que nous avons apporté des solutions. Et je pense que sur notamment tout ce qui est prévu pour le travail, la libération du travail et pour aussi cette réconciliation des France que propose le projet En Marche, je pense que nous saurons les convaincre de voter pour Emmanuel Macron. Même question, Philippe Métral-Beaufort. Oui, je pense qu'il faut convaincre jusqu'à dimanche, parce qu'il y a un nombre d'indécis qui le disent et qui le font savoir via les instituts de sondage. On l'en croise au quotidien, que ce soit dans la rue, sur les marchés ou dans nos entreprises. Effectivement, il faut convaincre jusqu'à dimanche, mais bien au-delà, parce que la question, c'est de constituer une force collective, que les uns et les autres retrouvent confiance en eux pour effectivement s'intéresser aux affaires de leur quotidien, pour s'intéresser aux questions du travail, de l'emploi, etc., pour qu'ils interviennent efficacement. Ça nous ramène à la question précédente, quelle démocratie participative? On a besoin d'une réelle force, quel que soit le président élu le 7 mai au soir, quelle que soit l'Assemblée nationale qui sortira des urnes en juin, il faut que les gens retrouvent leur place et retrouvent foi dans leurs convictions, dans cette certaine utopie. Imaginons 1936, qui aurait pu penser, après ces élections, que
La France en mouvement gagne quelque chose qui est une véritable révolution. Les congés payés, refusés par le patronat, etc. 1968 avec des gains importants. Oui, cette force sociale est importante et il ne faut pas qu'elle dure quelques jours. Elle a besoin de se reconstruire et de se déterminer dans la durée. On arrive à la conclusion de cette deuxième partie du débat. Même question pour tous les trois. Votre candidat est élu le 7 mai au soir, devient président de la République. Quelle est la première mesure qu'il met en place? Alors, tout d'abord, donc, première chose, on parle aux Français, à tous les Français, sans limite, devant le drapeau bleu-blanc-rouge, le drapeau de la France, en fait. On n'est pas des nationalistes, certainement pas. On est juste patriotes. Voilà. Et après, dès le lendemain, en fait, on engage le fameux Frexit. Par l'article 50, on lance la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Et par l'article 13, on demande au gouvernement américain la sortie du traité de l'Atlantique Nord. Ça peut aller rapidement en termes de calendrier? Le démarrage, oui. On peut le faire dès le lendemain. Mais après, effectivement, pour la sortie de l'Union européenne et de l'euro, ça peut mettre au maximum 2 ans. Voilà, la sortie de l'OTAN, en fait. Donc, il nous faut 1 an. On fait la demande et au bout d'1 an, on sort de droit. Merci. Ouais. Philippe Métral-Beaufort, première mesure. Il y en a plusieurs, mais la première, le cœur, c'est véritablement redonner cette confiance pour que les gens soient en mouvement. Un président de la République ne peut pas tout seul. Nous, on a dit qu'on était contre la fonction présidentielle. En arrière-plan, il y a les législatives. C'est véritablement quelque chose à reconstruire, mais il y a des choses qui peuvent être prises immédiatement. Par exemple, l'arrêt de la construction de Notre-Dame-des-Landes. Mais d'autres choses qui sont particulièrement importantes, c'est augmenter le salaire minimum, le SMIC. On est pour un SMIC à 1 700 € net. C'est un besoin immédiat et nécessaire pour des millions de familles. Et élever tous les minima sociaux, vieillesse, handicap, etc., à ce niveau-là de 1 700 € net pour redonner cette confiance et avoir après des forces qui se mobilisent sur l'avenir. Mais aussi d'autres choses qu'on peut régler assez rapidement, c'est accueillir dignement l'ensemble des réfugiés qu'on a dans le pays et pas les laisser croupir sous des toiles de tente, sous des ponts, etc. Que la France respecte ses engagements, y compris avec l'ensemble de la population immigrée. On s'adresse à l'ensemble des habitants du pays, qu'ils soient français ou résidents dans le pays. Merci beaucoup. À vous. Oui, là, Emmanuel Macron a été assez clair sur ce qu'il ferait dès son arrivée au pouvoir. D'abord, une loi de moralisation de la vie politique, il l'a dit à plusieurs reprises, ainsi que le tour des grandes capitales européennes, puisque Emmanuel Macron est aussi le candidat de l'Europe, et on sera pas d'accord avec mon collègue en face, mais effectivement, on ne peut pas se passer de l'Europe. Selon nous, la France est dans l'impasse si elle ne participe pas à une Europe efficace. Et donc, ce seront probablement les 2 premières choses qu'Emmanuel Macron fera en arrivant au pouvoir. Je voudrais aussi... Oui, d'un dernier mot, je voulais aussi revenir sur... J'entendais que En Marche pouvait être la recyclerie d'opportunistes. Je voudrais juste rappeler ce qui a été, moi, mon engagement, puisque je suis médecin généraliste et j'ai eu le privilège de connaître et d'entendre ce que les Français ce que les gens pouvaient avoir comme souffrance et comme interrogation. Et je me suis engagé dans cette campagne depuis 6 mois en ayant vraiment à l'esprit de répondre à leurs questions, à leurs attentes et à faire porter le meilleur projet, le projet le plus optimiste. Et je rappelle qu'à En Marche, il y a déjà 70% qui sont des primo-engagés et qui n'ont jamais fait de politique avant. Et donc ça, c'est le meilleur argument. Je crois qu'il n'y a pas d'opportuniste à En Marche. C'est vraiment ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, merci. Si je pouvais rajouter juste... Non, parce que vous êtes déjà bien plus long que les deux autres représentants. C'était juste pour dire que Philippe Poutou sera présent à Annecy le 21 vendredi avril. soir à 19h au Centre Bondy. Merci. Merci à tous les trois. Troisième partie dans un instant, mais avant on regarde le clip de campagne de Jean Lassalle. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, le temps est venu de se rassembler. Mais rien ne sera possible sans espace politique et économique. J'ai le devoir de vous le dire et de le créer. Nous devons léguer à nos enfants un monde en paix. Élu président de la République, ma première décision sera le retrait des troupes françaises, des théâtres d'opération où la présence militaire devra laisser la place
à une action diplomatique d'envergure, seul moyen d'instaurer un véritable dialogue entre les nations et les peuples, c'est-à-dire la paix. Dans le même objectif de protéger les Français contre les menaces de tous ordres, je décréterai la création d'une 4e armée pour lutter contre la cybercriminalité, la violence numérique. La guerre n'est pas une solution. Afin d'assurer à nos enfants un avenir serein, je leur proposerai une formation adaptée aux particularités de chacun. Tout au long de la scolarité, un suivi personnalisé permettra d'accompagner chaque talent, chaque différence vers l'épanouissement à la fois personnel et professionnel. Dès le premier été, je mettrai l'accent sur l'apprentissage et la formation afin d'offrir la possibilité aux chômeurs d'accéder enfin à l'emploi pour préserver la vie dans tous nos territoires et inviter les familles à s'y installer. Je maintiendrai les services de proximité et les remettrai en place là où ils ont, hélas, disparu. L'hôpital, l'école, la gendarmerie ont pour vocation d'être accessibles au quotidien à l'ensemble de nos concitoyens. Égalité des chances. Égalité des chances sur l'ensemble du territoire. Le temps est venu. Vive la République. Vive la France. Vous êtes toujours sur le plateau de 8 Mont-Blanc pour le débat dans la perspective du premier tour de l'élection présidentielle qui aura lieu dimanche. Troisième et dernière partie avec, du débat avec les représentants des 3 derniers candidats. À ma gauche, pour commencer, Lionel Tardy. Vous êtes soutien de François Fillon, député de la 2e circonscription de Haute-Savoie, Les Républicains, et candidat à votre propre succession. Bonjour. Tout à fait, bonjour. À ma droite, Raphaël Ponsard, soutien de Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière. Vous êtes candidat suppléant sur la 6e circonscription de Haute-Savoie. Bonjour. Et enfin, Julien Bochot, soutien de Benoît Hamon, du Parti socialiste et adjoint au maire d'Annemasse. Bonjour. C'est ça, bonjour. Même punition, j'allais dire, que sur les 2 premières parties, nous avons recueilli des réactions, des questions au cours de ces derniers jours auprès de lycéens et de citoyens. Je vais vous demander d'y réagir et de répondre à leurs éventuelles questions. On commence avec une question recueillie toujours par Sébastien Germain devant les Halles de Chambéry. Ça serait de leur demander pourquoi ils ne seraient pas intéressés à avoir une expérience dans le milieu du travail et d'amener justement des idées par la suite par rapport à leur expérience. Finalement, ils sortent tous de la même école, donc ils ont tous à peu près les mêmes idées politiques, mais les personnes qui sont dans le milieu professionnel, là, nous, on est sur le terrain et ça serait bien que justement ces gens politiques aient un petit peu d'expérience pour pouvoir derrière amener des bons résultats et des vraies idées réelles pour nous, le peuple. Nous, le peuple, et les candidats de l'autre côté. Écoutez, j'en suis un bon exemple, la méritocratie française, puisque j'ai été salarié, comme beaucoup de personnes. Ensuite, j'ai repris l'entreprise dans laquelle j'étais avant de me lancer en politique. Donc vous voyez comme quoi tout est possible, et mon père était syndicaliste. Donc vous voyez comme quoi tout est possible. Donc à titre personnel, moi ce que je déplore, c'est qu'on ne puisse pas faire bouger plus rapidement les choses en politique. C'est le vrai problème que j'ai constaté depuis que je suis élu en 2007. C'est que le fonctionnement politique n'est pas du tout le même que le fonctionnement d'une entreprise. Il y a beaucoup de compromis, il y a beaucoup de décisions qui ne sont pas prises ou qui sont prises sans aller jusqu'au bout. Et c'est le vrai problème de la politique aujourd'hui. Et je crois que c'est ce qui se manifeste dans cette élection. L'interpellation de la chambérienne, elle porte aussi sur les candidats à l'élection présidentielle ? Oui, peut-être. Mais encore une fois, un candidat n'est pas tout seul. Il y a une équipe derrière. On a tendance à
on fait tout. Voilà, le président de la République, il fait tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Un président de la République, d'ailleurs, s'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale au mois de juin, il ne sert à rien. Donc, un président ne fait pas tout. Derrière, il y a une équipe, il y aura un Premier ministre, il y aura un gouvernement. Donc, c'est un ensemble. C'est président de la République plus majorité à l'Assemblée nationale. Sinon, il ne fait rien. Donc, voilà, on a un peu trop tendance à tout voir sous le spectre du président de la République. Mais en fait, les institutions fonctionnent un petit peu différemment. Raphaël Ponsard, cette interpellation de cette citoyenne? Je crois que la dame, elle a tout à fait raison, et nous, on est très à l'aise avec ça. Nathalie Arthaud, comme Arlette Laguillet en son temps, qui était la première femme et la première salariée à oser se présenter à l'élection présidentielle, Nathalie Arthaud, c'est une salariée, elle continue à travailler, y compris pendant la campagne électorale, et elle se retrouve face à des politiciens, à part Philippe Poutou, qui sont tous des professionnels de la politique, qui sont tous les défenseurs du grand capital et de l'économie de marché, même quand il est en crise. Et donc nous, on est, comme la dame elle le laisse entendre, on est au courant des problèmes de la classe ouvrière. On sait qu'aujourd'hui, ce qui est très important, ça serait de lutter contre ce fléau qu'est le chômage, et qu'on pourrait le faire en interdisant les licenciements et en embauchant massivement les chômeurs dans tous les endroits où c'est nécessaire aujourd'hui. Qu'on pourrait aussi supprimer le secret bancaire, le secret des affaires, le secret commercial, pour savoir vraiment où va l'argent, parce que les grandes entreprises, et même les petites, elles font des bénéfices, et cet argent, il disparaît dans la spéculation financière. On pourrait aussi surveiller où va l'argent de l'État. Les soi-disant... aussi. Oui, mais les soi-disant investissements... Dans les PME, dites pas que les PME, c'est de la spéculation financière. On investit. Mais les PME, ce sont des sous-traitants des grands groupes capitalistes, des sous-traitants de premier rang, des sous-traitants des grands groupes. Les grands groupes les font mourir. On a plein d'exemples dans la région. Écoutez, je ne vous ai pas interrompu, vous m'écoutez s'il vous plaît. La dame, elle a parfaitement raison. Et nous, on appelle d'ailleurs la classe ouvrière, quel que soit l'élu, quelle que soit la marionnette qui sortira au soir du second tour, c'est le MEDEF qui risque de commander s'il n'y a pas de lutte sociale. Le profil de votre candidate, donc salarié, femme, c'est un argument de campagne? Bien sûr. Et on est à l'image des gens qu'on souhaite représenter. On souhaite que la classe ouvrière, elle se rende compte qu'elle existe. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à nier son existence, mais la classe ouvrière, c'est elle qui fait tout. Elle fait marcher la société, elle construit les maisons, elle conduit les trains, elle est dans les hôpitaux, elle est dans le commerce, elle fait les programmes informatiques. Cette classe ouvrière, elle a le droit à vivre décemment, elle a le droit à un emploi, elle a le droit à un salaire décent. Une des revendications qu'on met en avant, c'est pas un seul salaire, pas une seule pension, pas un seul minima sociaux en dessous de 1 800 € net. On est dans une société où il y a énormément de richesses, et qu'il faudrait qu'ils partent dans le parasitisme financier. Et c'est un total scandale auquel il faudrait mettre terme. Et c'est tout à fait possible parce que les travailleurs, c'est eux qui font marcher, y compris les services bancaires. Ils savent ce qui se passe dans les grandes entreprises, à tous les niveaux du business. Il y a des travailleurs qui font... 15 minutes pour toi, on ne va pas y arriver. Là. Si, c'est bon, je veille. Merci. Julien Bochot, sur la question de cette chambérienne, sur le profil finalement des candidats à l'élection. Sur la question des profils, je comprends cette image qu'on a des élus qui sont tous formés dans les mêmes écoles, etc. J'ai quand même l'impression que c'est la première fois depuis longtemps que ce n'est pas le cas à une élection présidentielle. Dans le cas de Benoît Hamon, il a fait une fac d'histoire, puis il a aussi travaillé dans le privé, chez une entreprise de sondage. Donc c'est dire si aujourd'hui il les prend avec des pincettes puisqu'il connaît bien le sujet, et puis qu'il a aussi créé sa propre entreprise à un moment. Donc il est dans le... Alors lui n'est pas élu depuis 1980 comme certains, mais il est en phase, il est en contact. Et au-delà de voter pour une personne en fonction soit de son parcours professionnel, soit en fonction de toute une série d'autres choses, il faut aussi regarder ce qui est proposé dans les programmes. Je pense que cette dame a notamment en tête ces élus qui sont là depuis des années et qui semblent ne pas pouvoir bouger, ne pas se remettre en nouvelles, cause. Je crois. Mais les idées nouvelles, ça passe aussi par la limitation des mandats dans le temps. Le gouvernement a mis en place le non-cumul des mandats entre parlementaires et fonctions exécutives locales. Il y a aussi la question dans le temps et de la manière dont on expérimente, on ose, on fait participer les citoyens à la prise de décision pour venir aussi aérer le débat et le sortir. Et moi, j'ai quand même la conviction qu'il y a
pas mal de propositions qui sont très novatrices, très innovantes dans le programme de Benoît Hamon. C'est ce qui a fait son succès à la primaire et ce qui est peut-être plus compliqué à porter aujourd'hui, puisqu'on a parlé essentiellement des affaires et très peu de la question programmatique. Par contre, c'est certain que dès qu'on discute avec les gens, quand on est sur les marchés, quand on fait du porte-à-porte, eh bien, ils ont des questions sur le programme, sur des points très précis, et ils sont avides d'informations pour pouvoir se positionner, et trouvent que nombre de ces mesures sont extrêmement intéressantes et proposent un avenir, un futur désirable. Lionel Tardy, cette rupture qu'on a pu comprendre dans la question qu'on a entendue, cette rupture entre les citoyens et les élus, elle est irrévocable? Irrévocable, je ne sais pas. En tout cas, les gens se posent beaucoup de questions sur le fonctionnement des institutions. Vous voyez, c'est tous pourris. C'est ça, cette élection. Moi, c'est pour ça que je suis venu à la politique, puisqu'auparavant, contrairement à d'autres, je n'ai pas fait les jeunesses socialistes, les jeunesses des républicains, etc. Moi, je suis venu en politique tout à fait par hasard, à 40 ans. J'avais aucun mandat auparavant, donc c'était dans ce désir-là de vouloir changer les choses. Voilà, donc une personne de la société civile qui s'est lancée dans une élection, qui n'avait aucune chance de gagner, qui finalement a gagné, est devenue députée et qui essaie de faire bouger les choses. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'il y ait plus de candidats dans ce sens-là. J'espère que d'ailleurs, aux législatives, il y aura davantage de candidats issus de la société civile. C'est par là que ça passera. Mais c'est pas évident. Il y a des choses dans le programme de François Fillon qui poussent à ça, qui peuvent inciter à ça? Moi, je pense, de toute façon, on ira vers ça. Aujourd'hui, avec les outils modernes, le numérique est une de mes spécialités. Avec le numérique aujourd'hui, ça sera beaucoup plus simple de mettre en place des référendums citoyens que d'organiser à chaque fois une élection qui est très complexe. Voilà. Alors maintenant, il faudra assurer les conditions de sécurité, puisque vous avez vu que même pour les Français de l'étranger, on a annulé le vote électronique. Voilà, donc... mais on y viendra. Donc on sera capable, dans l'avenir, sur des questions simples, de pouvoir consulter l'ensemble de la population. Après... Il ne faut pas oublier quand même que cette élection présidentielle est là pour faire un choix. On parle déjà de l'après, mais là, moi je constate qu'il y a quand même énormément de gens qui ne veulent pas les voter, alors que c'est un vrai débat démocratique et il y a une élection démocratique. Donc aux Français aussi de se mobiliser et puis d'aller voter le 23. Je crois aussi que c'est le premier geste important à faire avant de réclamer des référendums à tort et à travers, comme beaucoup de candidats le proposent. On a un premier référendum, c'est le 23. C'est une élection présidentielle, c'est la principale élection tous les 5 ans. Et bien écoutez, allez voter. On écoute une deuxième réaction recueillie chez des lycéens au lycée Berthollet d'Annecy. Ce qui me déplaît dans cette campagne, c'est que j'ai l'impression que tous les candidats jouent un rôle pour plaire aux citoyens et qui cachent pas mal de choses dans leur programme et qui ne veulent pas le montrer. Quelque part, ils s'entretuent en fait, parce qu'ils essaient de se toucher le plus possible et c'est plus des histoires, des broutilles en fait. C'est-à-dire que ça, ouais, je sais pas comment expliquer, mais... qu'ils ils se lancent des pics en fait, alors que sur la vie privée, des choses qui n'ont aucun rapport et qu'on n'a même pas besoin de savoir en fait. C'est des choses qui ne nous intéressent pas de savoir qu'un tel a acheté un costume à je sais pas combien d'euros. Et voilà. Une première réaction ? Moi, je pense que les chemises de François Fillon, c'est révélateur de la façon dont fonctionne cette société. Les hommes politiques, ce sont des laquais qui sont sur le devant de la scène pour donner l'impression qu'on est dans une société démocratique. Mais tout le monde sait que les plans sociaux, c'est décidé par les cadres supérieurs dans les grands groupes de l'agroalimentaire, du pétrole, du béton, etc. Ils ont déjà l'air assez désabusés. Bon, là, on a eu 2 jeunes, mais ils ont déjà un regard assez désabusé sur les élections, la classe politique. Oui, mais vous inquiétez pas, les jeunes, ils sont parfois désabusés et puis ils peuvent très vite découvrir la politique. Quand il y a un mouvement social, quand il y a, pendant la loi El Khomri, il y a beaucoup de jeunes qui étaient dans la rue, ils ont eu raison, ils ont appris bien des choses et c'est un gage, c'est très important pour l'avenir. Et pour en revenir à la question initiale, oui, il y a effectivement les hommes politiques, ce sont des marionnettes qui sont là pour cacher que le véritable pouvoir, c'est un pouvoir qui n'a pas besoin de constitution, qui n'a pas besoin de loi, c'est le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir du grand capital. On est dans une société où on n'a jamais eu autant de moyens techniques, on n'a jamais eu autant de ressources, et des choses qu'on pouvait considérer comme acquises sont remises en cause. C'est régressif. Et donc, avec Nathalie Arthaud, c'est pour ça qu'on fait une campagne sur le terrain du communisme. Sauf qu'il y a un budget qui n'est pas équilibré. On va parler un peu, parce qu'autrement, ça va être un monologue. Bon,
Elle l'a dit, le problème des candidats, c'est qu'il y en a beaucoup qui nous cachent la vérité. C'est-à-dire que la plupart, à part produire des déficits supplémentaires, il y en a un seul qui a un budget équilibré. Il y en a un seul, on parlait dans votre première table ronde, vous parliez de l'avenir des jeunes. Il y en a un seul qui s'attaque à la dette, qui veut la réduire de 100 milliards sur le quinquennat. Il l'a créé la dette. Les jeunes, mais attendez, il l'a créé quand? Bien sûr, en 2008, bien sûr. Vas-y, c'est la vérité. Bien sûr. Mais le regard des jeunes sur la campagne, 100 milliards la dette, aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qui se passe? On a en fait toute une génération a complètement dépensé. Et aujourd'hui, le problème des jeunes, c'est qu'ils ont 30 000 euros de dette chacun et qu'il faut réellement s'attaquer au problème de la dette. Mais là, c'est pas ça dont il parle. C'est plutôt le comportement des candidats qui pose question. Non, mais elle a dit aussi le comportement puis le contenu des programmes. C'est-à-dire qu'elle a parfaitement dit qu'il y a beaucoup de programmes où on se dit qu'en fait, on ne nous dit pas tout et que derrière, on va avoir la note. Oui, moi, il y a beaucoup de candidats où effectivement, que ce soit au FN, que ce soit chez Mélenchon, où il n'y a absolument rien qui est financé, c'est-à-dire on met un salaire à 1 800 €, mais tout ce qu'il faut, c'est parfait, mais derrière, comment on le finance? Alors ça, on n'en sait rien. Avec le CICE, Julien, on va laisser intervenir Julien Bauchon. Certains comme Mélenchon proposent aussi d'annuler la dette de la France. Annuler la dette de la France, franchement, les 2000 milliards, on croit comme ça, on va l'annuler, puis que derrière, on va continuer à être financé. On continuera à avoir des taux d'intérêt. Il va falloir peut-être que je parle un tout petit peu dans ce débat. Voilà, vous avez du temps. Allez-y, on vous écoute. Ce que dit la jeune fille est intéressant et non, je crois que s'il y a des affaires qui sont sorties, c'est qu'il y a des comportements qui ont eu lieu et qui n'étaient pas appropriés. Et quand on fait de la politique, quand on veut s'engager, quand on veut porter un mandat, on sait qu'on a ce devoir d'exemplarité, on sait qu'on doit respecter la loi peut-être bien davantage que les autres, puisque on demande à recevoir la confiance des électrices et des électeurs. Et donc moi je comprends qu'il y a un malaise par rapport à ce qui est apparu. Mais du coup, qu'est-ce que vous leur proposez dans cette présidentielle, aux différentes affaires qui a été condamné dans l'affaire des assistants européens? Vous allez me laisser parler, oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc voilà, vous reparlez vous ressortez la dette tout à l'heure. Ah non, là c'est pas un débat. Vous vous amusez à couper la parole, ce qui est absolument désagréable. Mais bon, voilà, c'est. On nous a dit que c'est un débat. Qu'est-ce que vous avez à proposer aux jeunes filles là qu'on entend? Moi justement, qu'elles s'intéressent au fond, aux programmes qui sont proposés, qui sont financés, qui sont peut-être un peu plus novateurs que les vieilles recettes à la Thatcher que propose François Fillon. C'est le problème des frondeurs. Ça c'est sûr. Mais voilà, il faut s'intéresser au débat. Et oui, il y a des candidats qui n'ont pas les mains très propres. Il y a un souci de transparence qui existe et qui doit y avoir dans une démocratie comme la nôtre. Et c'est normal que ces affaires apparaissent. Maintenant, c'est aussi aux électeurs de faire le choix de voter pour une personne honnête ou une personne malhonnête, morale ou pas morale. Ça, c'est le choix qu'ont les électeurs. Exactement. Et c'est leur responsabilité. Voilà. Et moi, en tout cas, je l'invite à s'intéresser justement au programme et à ce qu'il y a à l'intérieur et aux propositions d'avenir qu'il peut y avoir ou des propositions du passé, comme c'est le cas pour certains. 40% à peu près d'indécis en France, il reste 5 jours. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je vais continuer. 40% d'indécis, c'est un chiffre qui est très important et moi je le vois sur les marchés ou en porte-à-porte. C'est de l'indécision qui est aussi nourrie par un certain dégoût, que ce soit lié aux affaires ou autres. Donc voilà, les gens... Et ce constat l'a fait. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Nous, à chaque fois, on revient sur les propositions concrètes du programme, sur le revenu universel d'existence, sur la taxation des robots et de la plus-value qui peut être créée. Voilà, c'est vraiment leur dire qu'on est à un moment où on peut décider d'élire une candidate ou un candidat qui va gérer les 5 prochaines années et faire de la gestion en déplaçant le curseur un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, où on fait un choix de transformation profonde de la société avec une vision à long terme, à moyen terme, et c'est ce que propose Benoît Hamon aujourd'hui. Une conclusion à chacun d'entre vous. La première mesure mise en place par votre candidat au lendemain de son éventuelle élection le 7 mai. Lionel Tardif. Nous, c'est très clair. Notre candidat, c'est le seul qui propose de libérer l'économie parce que de toute façon, il n'y a pas de création de richesse tant qu'on ne crée pas de la valeur. Donc voilà, c'est le seul candidat qui, dès qu'il sera élu, propose de réduire les charges sur les entreprises et sur les salaires pour réellement recréer de l'emploi. C'est la seule façon de le faire. C'est pas en taxant, c'est pas en créant du déficit qu'on va créer des emplois, contrairement à beaucoup de candidats.
Donc nous, on souhaite ramener la compétitivité de la France au niveau où elle devrait être par rapport aux autres pays, parce qu'encore une fois, tout ce que vous dites, c'est très bien, mais on ne vit pas dans une bulle. La France, elle n'a pas des frontières fermées. Malheureusement, on ne peut que le déplorer. Je suis d'accord avec vous, il faut qu'on fasse autrement au niveau de l'Europe. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais aujourd'hui, on n'est pas dans une bulle, donc il y a beaucoup de solutions que vous proposez, que Le Pen propose, que Mélenchon propose, qui en fait sont franco-françaises et qui ne fonctionneront pas. Je le sais en tant que parlementaire, on le voit toutes les semaines. On débat de textes qui, de toute façon, dépassent largement le cadre français et qui, de toute façon, ne fonctionnent pas à l'échelle de notre territoire. Merci. Raphaël Ponsard, vous avez 1 minute. Oui, nous n'avons pas de baguette magique. Et Nathalie Arthaud, elle fait campagne en expliquant qu'au lendemain des élections, la crise économique va continuer, les licenciements vont continuer, la spéculation financière va continuer s'il n'y a pas d'intervention massive et déterminée du monde du travail. Et tous les hommes politiques qui annoncent des programmes, qui font des propositions, qui font des chiffrages, ce sont des menteurs. Ils ne feront pas ce qu'ils disent, ils feront ce qui leur sera imposé par les circonstances, par l'aggravation de la crise et par la dictature des marchés financiers, par le véritable pouvoir qu'il y a dans cette société. Et donc nous, le seul intérêt de cette campagne électorale, c'est de montrer qu'il y a une fraction non négligeable de l'opinion publique qui commence à prendre conscience qu'il va falloir s'en occuper. Que la classe ouvrière, c'est une force, elle fait marcher la société, elle a les moyens de la réorganiser de façon bien plus efficace que ce qu'elle fonctionne aujourd'hui. Merci. À vous, 1 petite minute. 1 petite minute. Pour un beau et grand revenu universel d'existence, c'était la proposition phare pendant les primaires de Benoît Hamon. Aujourd'hui, les économies se sont penchées dessus, je pense en particulier à Piketty. Et voilà, Benoît Hamon a annoncé que dès 2018, il lancerait ce projet au long cours, qui va mettre des années et des années à se mettre en place, mais qui est un changement radical de la société. Très concrètement, ça veut dire que dès cette année, un étudiant qui travaille 1 journée par semaine, eh bien aujourd'hui, il touche 231 €. Avec le revenu universel, il touchera 749 €. Un autre exemple, un agriculteur ou un assistant maternel qui perçoit 50% du SMIC, aujourd'hui, il ne touche que 576 €. C'est 973 € avec le revenu universel d'existence qui est proposé. Et ce sera la première proposition qui sera mise en place. Merci beaucoup. C'était le débat. Je vous rappelle que vous serez en direct. Vous pourrez être en direct sur 8 Mont-Blanc ce dimanche 23 avril à partir de 19h30. Nous serons en préfecture à Annecy, à Chambéry et nous recevrons aussi des invités sur ce plateau. Merci à tous nos participants. Merci à vous de votre fidélité. À bientôt. Allez.